Nous allons d'abord nous intéresser à la systématisation des syllabaires et ensuite à la proposition consonantique qui est l'ancêtre de tous les alphabets qui existent dans l'espace eurasiatique. On a le syllabaire élamite, une systématisation du syllabaire déjà développé par les Akkadiens au début du deuxième millénaire avant notre ère, et le syllabaire mycénien, qui est lui aussi probablement une systématisation d'un système logosyllabique antérieur, probablement le linéaire A crétois qu'on ne comprend pas. L'élamite, au moment où il emprunte donc le système de cunéiforme sumérien, en parallèle des Akkadiens, au cours du 23e, 22e siècle avant notre ère, au cours du deuxième millénaire, au cours de la période élamite centrale, moyenne, qui est la plus brillante de la civilisation, progressivement, les scribes élamites vont rationaliser leur usage et réduire à une centaine de signes, et, un petit peu comme le coréen dans une certaine étape, limiter drastiquement le nombre de sumérogrammes et d'akkadogrammes, car comme le hittite, l'élamite a importé aussi des akkadogrammes. Le linéaire B, quant à lui, est un système purement syllabique, n'a aucun logogramme, donc ce qui pourrait être le cas si le système vient du minoen. Ce linéaire A qui est très difficile à relier au linéaire B, y compris pour des valeurs phonétiques, ce qui pose problème dans la mesure où on ne connaît pas la langue minoenne, donc même si on avait la valeur phonétique, on ne saurait pas l'identifier, et a priori on n'a pas de logogramme minoen dans le linéaire B mycénien qui se développe à partir du XVIe siècle avant notre ère et qui domine l'espace égéen au XIVe, XIIIe, XIIe siècle avant notre ère et se répand à Chypre au moment où l'alphabet va apparaître sur la côte en face de Chypre. C'est dans le contexte égyptien qu'apparaît le système à plusieurs consonnes qu'on appelle l'abgad. Un système égale une consonne, un signe égale une consonne. Ce proto-alphabet, cet abgad, apparaît dans le Sinaï, dans une zone de contact égyptienne. On a ici un petit sphinx qui a été annoté par une population particulière. Dans cette zone de contact que vous voyez en pointillé, entre le système hiéroglyphique égyptien et les zones de culture sémitique de la Syrie, où on utilise des systèmes dérivés de l'akkadien, comme les systèmes hittites, le système ougaritique. Le premier abgad, le proto-abgad, va apparaître et se répandre donc dans l'espace de Canaan, c'est-à-dire la Palestine, où on va parler les langues hébraïques, l'espace phénicien, et jusqu'à Ougarit, où il va être adapté sous forme de cunéiforme. À la fin de l'âge du bronze récent, à l'époque de la 19e dynastie égyptienne, après ce point de contact dans le Sinaï entre des populations sémitiques et les populations égyptiennes. Alors voilà comment fonctionne le système de l'abgad qu'ils vont inventer, c'est-à-dire qu'ils vont s'inspirer de la façon qu'ont les Égyptiens d'utiliser des logogrammes pour leur valeur purement phonétique de la première consonne, ce qui a formé le pseudo-alphabet, mais ils vont l'utiliser pas du tout dans la valeur phonétique et de l'égyptien, mais dans la valeur phonétique qu'elle recouvre dans leur propre langue, avec l'ordre alphabétique qui va être figé à l'époque phénicienne et araméenne. Le bœuf, on dessine une tête de bœuf d'inspiration égyptienne, et on va le prononcer Aleph. Dans la langue sémitique, le cananéenne du Sinaï local, proche également de l'hébreu, du phénicien, etc. Aleph, progressivement, va se standardiser exactement comme le pictogramme sumérien s'était transformé en cunéiforme, comme les hiéroglyphes se transforment en hiératiques, comme les pictogrammes chinois sont devenus les idéogrammes difficilement reconnaissables. Une systématisation, une standardisation qui fait qu'on évolue du dessin progressivement vers des symboles qui ne rappellent plus directement le dessin. Donc vous voyez la tête de bœuf, Aleph, Beit, la maison, vraiment le symbole utilisé par les Égyptiens pour désigner la maison qu'on va utiliser pour sa valeur phonétique de la première consonne, B, ici. Mayim, les eaux dans les langues sémitiques. Le N en égyptien, et là c'est le M, parce que ce n'est pas le même mot évidemment, c'est Aïn. Le nom de la lettre reste celui de l'objet. Pareil pour l'égyptien, on avait Yir, là c'est pour la monoconsonne première, le Aïn. Tau, la marque. Kaf, la paume. Yad, la main. Ra'as, la tête. Quand on met en parallèle, on voit bien la liation entre le symbole d'inspiration égyptienne et la lettre telle qu'elle va finir en phénicien et donc en grec. Ici, vous avez un tableau, tous ces petits symboles d'inspiration égyptienne dans les formes où on les retrouve dans le Sinaï, que d'autres petites inscriptions, toujours dans cet espace entre le Nil et le Jourdain, dans le Sinaï. Probablement ces mêmes populations sémitiques qui vont constituer, avec les Amourites, les Hyksos, tous ces envahisseurs de la première moitié du deuxième millénaire. Donc ce système va rester relativement confidentiel jusqu'à sa diffusion cananéenne au XIIe, XIe siècle et disparaître dans sa forme initiale, on n'en voit plus de traces à partir de ce moment-là, et passer dans le système de l'abgad phénicien, hébreu, puis araméen qu'on connaît. Dans cette inscription, par exemple, qui en se lit de haut en bas, banquet de la première célébration de Anat, le dieu pourvoit. Or, de manière intéressante, comme dans les systèmes auxquels on a maintenant l'habitude,
on continue à avoir un usage qui n'est pas systématiquement monoconsonantique. On a un premier M, un premier ch, un premier T, donc là, usage consonantique, mais ensuite, on a un resh qui est utilisé pour sa prononciation pour l'ensemble du logogramme, tête, c'est-à-dire première en l'occurrence. Puis à nouveau un personnage qu'on va utiliser pour sa valeur de logogramme et pas pour sa valeur de lettre, consonne. Ensuite, on revient à des valeurs monoconsonantiques, le aïn, le nen, le ta, la marque, a, nat, l, on le voit ici, donc avec le aleph du mouvement de glotte, et le lamed. Et pour l'inscription horizontale, qu'il faut lire de droite à gauche, donc on retrouve le resh et le ba, bait, de la maison, cette fois-ci pour sa valeur consonantique, les deux ensemble, rab, ab, win, min, et on retrouve le hilul pour sa valeur logogrammatique, naqta, aleph, ici, pour sa valeur logogrammatique, nous lui vons un bœuf, ils ont dessiné un bœuf. Alors le plus fascinant, c'est qu'il y a une diffusion de cette logique de l'alphabet à logarithmique, où les symboles logarithmiques ne sont pas directement adaptés ou inspirés de ces hiéroglyphes adaptés à la langue sémitique du Sinaï et de Canaan, même s'il y a un certain nombre de points communs assez caractéristiques, notamment l'ordre de l'alphabet, A, B, G, tel qu'il est retrouvé sur ces petites tablettes d'écoliers. Pour l'apprentissage de l'abgad ougaritique, comme par exemple ici dans l'écriture du He, qui est très similaire au He sinaïtique et phénicien. Donc il semble y avoir eu une adaptation en cunéiforme par les scribes d'Ougarit liée au support qu'ils employaient. Exactement comme on avait eu une adaptation des pictogrammes sumériens en cunéiforme. On passe donc à ce système cananéen qui se développe pendant le bronze récent, qui va apparaître à Byblos dans sa forme phénicienne classique du XIe siècle, et qui apparaît un tout petit peu avant à Ougarit, sous une forme cunéiforme. Et donc cet alphabet, qui était confidentiel pendant pratiquement 500 ans, va connaître une diffusion spectaculaire à partir de l'âge du fer. Vers l'Orient, à travers l'emprunt par les royaumes araméens, qui sont en contact évidemment avec la Canaan et avec Ougarit, où le système ougaritique lui-même disparaît. La zone d'Ougarit, en fait, qui a été peuplée par des nouvelles populations sémitiques qui s'appellent les Araméens, vont utiliser ce système et le développer de leur propre côté. Et l'araméen se diffusant à travers l'empire assyrien, puis babylonien, puis achéménide, l'araméen se diffuse à tout l'espace de la haute Mésopotamie et de la Mésopotamie centrale, tout l'espace entre le Tigre et l'Euphrate, et il va bientôt monter sur le plateau iranien. De l'autre côté, il va se diffuser à travers le commerce phénicien et passer assez rapidement aux Grecs et aux Étrusques. Dans ce contexte, le nord de cette zone de contact, les royaumes qu'on appelle néo-hittites, on utilise l'évolution de l'acadien hittite, les cunéiformes hittites, et on est de plus en plus, au tout début de l'âge du fer, on utilise beaucoup les hiéroglyphes anatoliens. Et au sud, on utilise de plus en plus, et presque systématiquement, ce système d'abgad, d'alphabet araméen. Alors, contrairement à tous les systèmes de logosyllabogramme qui étaient apparus, où on en a 7, 8, 9, 10, qui apparaissent indépendamment, spontanément, et qui utilisent des systèmes communs, d'où la notion de constante anthropologique, on a ce qu'on peut considérer être une radiation évolutive à partir d'un ancêtre commun, à partir d'un point de départ unique, le passage de Aleph au Aleph phénicien, et l'évolution dans sa forme araméenne d'empire, qui est figée dans l'hébreu moderne, entre le 3e siècle avant notre ère et le 3e siècle de notre ère. Et de la même manière, cette évolution depuis la zone phénicienne vers l'alphabet grec et latin, ici, donc on a les lettres alpha, bêta, mu, omicron, etc. Donc on a deux évolutions possibles de même symbole. Le aïn, qui va être utilisé pour l'omicron grec, le rond a disparu, mais il n'en reste que les deux petites branches qui permettaient de dessiner le rond initialement. De même pour le maïm, qui a fini par former un rond et une barre au lieu des zigzags. Le bet araméen, qui est dérivé, au lieu d'avoir deux ronds, il perd complètement ces deux ronds, il ne reste plus que le cercle extérieur. Le yod, par exemple, qui va connaître une évolution relativement similaire à partir d'une main, à la diffusion du système de l'abgad développé dans le contexte de Canaan, en phénicien, en araméen, en hébreu primitif, système qui se diffuse également vers le sud et qui va donner l'alphabet sabéen de manière indépendante de tout le reste du système alphabétique, mais qui a probablement une source commune à partir du sinaïtique, à partir du XIe siècle aussi, une radiation évolutive vers l'Orient à travers l'empire perse achéménide au 5e, 4e siècle, qui va développer l'alphabet indien, le brahmi et les alphabets dravidiens à travers la zone de contact du kharoshti. Et de l'autre côté, évidemment, c'est le grec, l'étrusque, qui se développe en parallèle du phénicien, le punique, qui est une évolution du phénicien d'Afrique du Nord, et un certain nombre de systèmes ibériques qui sont eux-mêmes des adaptations du phénicien. De l'étrusque, on passe aux alphabets celtes, runiques et latins. Donc sur ce vase archaïque grec, on voit un sens de lecture grec, de droite à gauche, exactement comme dans le système phénicien hébreu araméen,
le système de gauche à droite ne se développe que relativement tardivement, à l'époque archaïque, en passant d'abord par le boustrophédon, c'est-à-dire la lecture de droite à gauche, puis de gauche à droite, puis de droite à gauche, puis de gauche à droite. On voit la grande variété en fait d'adaptation de l'alphabet phénicien dans les différentes cités grecques. On est très très loin d'avoir la systématisation qu'on imagine pour la période archaïque. L'abgad était uniquement consonantique, comme on l'a vu, et avec l'invention des voyelles. Et de là, on a une systématisation d'un système qui était lui-même en train d'apparaître dans le monde sémitique. Monde phénicien, hébreu, araméen. Cette invention des voyelles grecques est en fait pas réellement une invention. En réalité, à partir de l'alphabet cananéen, c'est-à-dire phénicien, hébreu primitif, araméen, on va développer ce qu'on appelle un usage de mater lectionis très rapidement dans les dialectes sémitiques de la côte syrienne de Canaan. Ils vont donner eux-mêmes les voyelles qu'on connaît ici en arabe, en lui-même une évolution de l'alphabet araméen. Et donc le aleph, qui est une consonne, un coup de glotte guttural, va être utilisé pour sa valeur vocalique A, appelée alpha en grec. Mais cette valeur vocalique, on la retrouve aussi dans l'usage de la mater lectionis A, qu'on retrouve en hébreu, qu'on retrouve en araméen, qu'on retrouve en arabe. Même chose pour le he, qui est une consonne, va être utilisée pour sa valeur e vocalique, mais qui est en fait une mater lectionis et déjà dans les langues cananéennes d'origine. Même chose pour le yod, qui est une consonne, qui est utilisé comme mater lectionis du i et du e dans les langues sémitiques. Et donc l'invention de la voyelle i en grec n'est pas unique, on la trouve dans les langues sémitiques du Proche-Orient. Le aïn n'a pas d'usage de mater lectionis dans les langues sémitiques, mais il va permettre aux Grecs d'inventer un signe pour leur propre voyelle omicron. Enfin, le w, qui est une consonne, ça n'est pas propre aux Grecs, cette prononciation du w en u, est utilisé aussi comme mater lectionis du ou et du o dans les langues sémitiques. Vous voyez ici son usage, toujours en arabe, soit de consonnes, soit de voyelles ou. Dans cette radiation évolutive, il faut dire un tout petit mot sur ces emprunts du phénicien qui se développent en péninsule ibérique, beaucoup plus influencés par la civilisation phénicienne et punique à partir du 6e, 5e siècle avant notre ère, que par la civilisation grecque, et donc on a vraiment une importation directe. Et là, on va avoir l'invention en Espagne d'un système à syllabes, d'un syllabaire, avec des variations importantes parfois de même signes consonantiques pour leurs différentes voyelles. Et donc on a un semi-syllabaire qui est vraiment une particularité des systèmes ibériques pendant l'âge du fer et la période punique. Et cette évolution de l'écriture, l'alphabet araméen, l'abgad araméen, qui se développe à l'époque impériale selon cette forme qui reste pour nous intuitivement l'alphabet hébreu, qui est en fait l'alphabet utilisé pour transcrire la langue du Talmud, qui est l'araméen, et donc également pour transcrire la langue biblique hébraïque, mais pas avec l'alphabet hébreu, qui est donc presque identique à l'alphabet phénicien, mais bien avec cet alphabet araméen d'Empire, de l'époque entre le 3e siècle avant notre ère et le 3e siècle de notre ère. Ici, donc on a un bol magique écrit avec cet alphabet araméen. On a un autre usage de l'araméen en Géorgie, en parallèle du grec, au 2e siècle de notre ère. Alors voilà d'autres usages de l'araméen. En Syrie du Nord, l'origine vraiment des royaumes araméens. Le premier alphabet araméen qu'on voit ici en haut de cette orthostate, de cette pierre dressée sur sa tranche, une espèce de plinthe géante qui entourait les temples et les palais. On voit qu'on a un système qui est très très proche graphiquement encore du phénicien, de l'hébreu primitif, du cananéen. Et ici, une autre adaptation de l'araméen pour écrire la langue persane, le parthe et le persan qui vont s'écrire avec ce système araméen adapté. Et progressivement, de l'araméen d'Empire, on va passer à des formes cursives dans plusieurs systèmes alphabétiques. Donc ici, on a une mosaïque avec cet alphabet araméen adapté de Syrie du Nord, qu'on appelle le syriaque. Abgadé, en araméen d'Empire, devient abgadé en syriaque. Encore d'autres évolutions de l'araméen au Proche-Orient. Un araméen du nord de l'Irak, qui n'est pas encore complètement cursif, et qui ressemble à l'araméen d'Empire. Un araméen nabatéen du 1er siècle de notre ère, de Jordanie, qui n'est pas encore cursif, et le passage au cursif, qui est l'ancêtre de cet arabo-nabatéen qu'on trouve dans le sud de l'Arabie saoudite actuelle, à la fin du 5e siècle, et qui est l'origine de l'arabe. Lui, cursif exactement comme le syriaque, mais pas de manière phylogénétique. C'est une convergence évolutive à partir d'une même matrice araméenne d'empire. Et l'araméen, quand il arrive en Inde, à l'époque achéménide, donc il est adapté à la langue indienne, va faire une évolution assez similaire à ce qui va se passer en péninsule ibérique, mais avec un beaucoup plus grand succès évolutif, donc en syllabaire, qu'on appelle l'abougida. On passe donc de l'abgad consonantique avec des voyelles à un abougida, c'est-à-dire un signe légèrement modifié pour chaque voyelle. Et c'est ce qu'on va trouver dès le kharoshti, le syllabaire, qui se développe dans le nord-ouest de l'Inde, dans le nord du Pakistan actuel, dans la zone de contact entre Kaboul, Peshawar et le Pendjab. Matrice, on va dire, dérivée de l'alphabet cananéen originel, l'araméen qui donne le kharoshti,
le sabéen qui va donner la langue éthiopienne, on va voir tout à l'heure, et le grec qui est vraiment l'élément d'inspiration principal de tous les autres alphabets européens. L'araméen va être utilisé en Inde à cette époque-là, dans le cadre de l'empire d'Ashoka, ici une stèle de Kandahar dans le sud de l'Afghanistan, d'une province donc qui a été conquise par les Indiens sur les Grecs macédoniens, avec une inscription bilingue araméen d'empire grec. Parce qu'on n'a pas de témoignage vraiment de l'adaptation de l'araméen au kharoshti, il n'est pas toujours évident à identifier dans sa filiation avec l'araméen, hein, comme on voit ici, donc, les points communs entre le phénicien, le brahmi et le devanagari moderne. Voilà une inscription kharoshti du même empire d'Ashoka, de l'empire Maurya. Ici, une carte qui montre le passage de ces systèmes araméens dans le monde asiatique, en concurrence évidemment des sinogrammes qui se sont développés, rappelons-le, en Corée, au Japon, dans le Vietnam, et l'alphabet qui vient en concurrence très rapidement. D'abord, par la rencontre donc, du monde achéménide et du monde indien, l'invention du kharoshti et donc la diffusion du système de l'Abugida, de l'Empire Maurya dans le bassin du Gange et les systèmes des langues dravidiennes avec la thalassocratie des Pallava qui est à l'origine de l'ensemble des systèmes alphabétiques à Abugida de l'Asie du Sud-Est, de l'Indochine et de l'Indonésie. Et de l'autre côté, on a une forme d'araméen cursif, soit le moyen persan, soit le syriaque, ou une autre forme d'araméen cursif, qui, en parallèle de l'arabe et du syriaque, se développe pour la langue indo-européenne d'Asie centrale, qui est le sogdien. Tandis que donc les populations du bassin du Xinjiang, elles, développent une évolution du kharoshti et du système de la Bugida d'Inde du Nord. Donc il va progresser par la diffusion de l'hindouisme puis du bouddhisme en Asie du Sud-Est, en Indochine, en Indonésie, et le bouddhisme à travers donc le bassin du Tarim, les Tochariens. Quant au sogdien, il va probablement inspirer les runes turques qui sont probablement eux-mêmes à l'origine donc du système ouïghour, à moins que le système ouïghour dérive directement de systèmes d'araméen cursif, que ce soit le sogdien ou le manichéen. Le ouïghour qui va être adapté aux Mongols à l'époque de l'empire de Gengis Khan, puis aux Mandchous. Ici, on voit le développement donc de ce bouddhisme d'inspiration hellénistique, avec ce Bouddha vraiment gréco-bouddhique du nord-ouest de l'Inde, de l'Afghanistan actuel, de la Bactriane, du royaume gréco-bactrien, et dans ce contexte-là, le passage du bouddhisme dans le bassin du Tarim, et puis son arrivée également au Tibet. Donc on a, vous voyez, des inscriptions kharoshti, tocharienne et le tibétain, qui en est une évolution également. Et l'évolution du kharoshti de l'époque Maurya, qui va donner l'écriture brahmi de l'empire Gupta au 3e, 4e, 5e siècle de notre ère, empire Gupta qui domine tout le nord de l'Inde et qui est vraiment l'origine du Devanagari actuel. Et le Brahmi Pallava, donc celui de la diffusion donc de cette thalassocratie d'Inde du Sud qui se diffuse en Asie du Sud-Est, avec comme aboutissement l'apparition du système alphabétique Khmer par exemple ici. De l'autre côté, on a la diffusion depuis le sabéen qui est dérivé de manière indépendante du sinaïtique, l'invention d'un système en Éthiopie à partir du sabéen, d'Abugida également, comme en Inde, mais de manière totalement indépendante. Alors peut-être qu'il y a une inspiration liée au commerce de l'océan Indien, mais génétiquement c'est difficile à identifier. Sur une forme d'adaptation d'un système d'abgad à la langue éthiopienne, à travers chaque consonne va se décliner différemment selon sa voyelle. Donc c'est vraiment le besoin de transcrire la voyelle que les Grecs avaient développé, que la matière lectionniste avait développé. Ce système sabéen est à l'origine du système des inscriptions nord-arabiques qui se développe entre le 4e siècle avant notre ère et le 4e siècle de notre ère, et qui disparaît ensuite, qui est supplanté par l'arabe d'origine nabatéenne. Ici d'autres alphabets, l'alphabet géorgien et l'alphabet arménien, qui apparaissent à peu près en même temps au 4e, 5e siècle, et qui dérivent probablement d'une forme d'inspiration à partir d'un mélange d'alphabet araméen et grec. Là, on est vraiment dans des cas presque d'invention, c'est un peu le cas aussi du runique. Semi-invention, semi-adaptation, on n'est pas exactement dans un lien phylogénétique. Il ne faut jamais exclure les possibilités d'invention pure et simple par inspiration, sur différentes diffusions du système alphabétique. Ici, le sogdien qui vient d'une adaptation cursive, inspirée ou directement issue du moyen persan, c'est-à-dire du pahlavi, c'est-à-dire de l'araméen d'empire adapté à la langue parthe, et puis au moyen persan de l'époque sassanide, ou avec une inspiration d'autres cursifs araméens, comme le syriaque ou le manichéen. Le sogdien qui se développe pour la langue indo-européenne d'Asie centrale de Sogdiane, au 2e, 3e, 4e siècle de notre ère. On a la même chose dans le Kharezm d'ailleurs, un petit peu au nord-ouest. Et ce sogdien est probablement à l'origine du système d'écriture ouïghour, avec le passage par les runes turques, qui sont complètement indépendantes des runes germaniques. Un système ouïghour qui continue à travers le système mongol impérial. Donc on a ici une inscription funéraire mongole et syriaque. On a le syriaque en haut et le système mongol en dessous, qui s'écrit de haut en bas, à la fois à partir de... Vous voyez que c'est déjà le cas du sogdien,
Et ça reste le cas ensuite avec son adaptation dans l'empire mandchou, les Mandchous qui conquièrent la Chine au XVIIe siècle et qui eux aussi écrivent de haut en bas. En réalité, le syriaque lui-même s'écrit déjà de haut en bas dans les inscriptions. Donc ça n'est pas une inspiration à partir du chinois, en réalité, c'est vraiment un système d'écriture propre à une bonne partie des araméens cursifs. Alors, un autre système qui, comme l'arménien et le géorgien et le runique, semble presque inventé pour s'inspirer du système alphabétique, le glagolitique, qui va permettre d'écrire les langues slaves du sud, à l'époque de la christianisation, l'époque de Cyril et Méthode. Et puis, plus tard, l'irruption donc de l'alphabet grec, qu'on appelle aujourd'hui le cyrillique, avec l'introduction de quelques formes glagolitiques, mais le cyrillique qui finit par remplacer, pour l'essentiel, le glagolitique, au cours du Moyen-Âge. Et donc on voit bien cette diffusion de l'alphabet. Quand on parle d'alphabet latin d'Empire est complètement différent de l'alphabet latin qu'on trouve dans son évolution cursive au Moyen-Âge, avec l'écriture caroline, avec le latin médiéval à jambage, comme on voit en dessous. On est dans un autre type d'alphabet en réalité. La définition d'un alphabet, c'est comme la définition d'une espèce dans un système d'évolution. On est en permanence dans une évolution, dans un continuum d'évolution. Les espèces, ce sont des catégories artificielles. Et de la même manière, la définition d'un alphabet, c'est une catégorie artificielle. On voit comment on passe du mérovingien au latin médiéval à travers l'écriture caroline, qui est l'origine de nos minuscules. Donc l'évolution également d'autres alphabets. En fait, n'importe quel alphabet peut s'adapter à n'importe quelle langue, contrairement à ce qu'on entend souvent. Par exemple, pour justifier la réforme de l'alphabet turc, qui s'écrivait en caractère arabe et qui est passé en caractère latin, en réalité. Les alphabets sont aussi des relations de domination. Les alphabets ont été pendant très longtemps liés en fait à l'usage de la langue, et donc on a pu écrire de l'arabe en caractère syriaque lorsqu'on était chrétien de confession syro-orthodoxe, de la même manière qu'on pouvait écrire le turc en alphabet grec en Cappadoce, dans des populations donc, qui étaient de langue turque mais de religion gréco-orthodoxe. Donc l'alphabet était la marque de la confession, était la marque de la religion avant tout. Et donc en réalité, l'alphabet peut s'adapter à n'importe quelle langue, et donc on voit bien que l'alphabet polonais n'a pas du tout le même nombre de lettres que l'alphabet latin. Il est adapté à la langue polonaise de toutes les variations de consonnes qui n'existent pas en latin. Ce n'est pas l'alphabet latin directement, c'est un autre alphabet. De même, l'alphabet islandais est adapté à une langue qui comporte une bonne dizaine de voyelles notées, et y compris donc l'importation de consonnes à partir du runique, comme cette lettre-là. C'est exactement la même chose, on peut tout à fait adapter l'alphabet arabe à des systèmes qui ne sont pas du tout sémitiques, et ça a été le cas pendant tout le Moyen-Âge. L'alphabet latin dérive lui-même de l'alphabet phénicien qui était un alphabet sémitique. Donc on est dans le cadre d'une adaptation d'un alphabet sémitique à une langue non sémitique. De la même manière, l'alphabet arabe s'adapte à l'alphabet ouïghour qui comporte un grand nombre de voyelles comme toutes les langues turques, très facilement. Et donc voilà un dernier exemple de cohabitation de différents systèmes alphabétiques au début de l'islam, donc sur un sous-d'or africain, c'est-à-dire de Tunisie actuelle, où on voit écrit Africa, Solidus Africa, etc.